Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller un peu spécial ce soir puisque c'est le Nouvel An russe. Pour l'occasion, les éditions Pocket et Masha Publishing nous ont offert l'opportunité de recevoir Dina Rubina pour la sortie de son livre Du côté ensoleillé de la rue, sorti chez Pocket, et de son brochet Le syndrome de Petrouchka, sorti aux éditions Masha Publishing. Avant de commencer réellement cette rencontre, je vais dire à nos amis lecteurs et spectateurs que en bas de leur écran, il y a une petite map monde. Il faut qu'ils cliquent dessus et se mettent sur le canal français pour écouter la traduction simultanée. Ce soir, pour interviewer donc Dina Rubina, nous avons la chance d'avoir à nouveau Aurélia Barrera de la librairie Bookstore à Biarritz. Il y a aussi des librairies partenaires ce soir qui sont des librairies françaises, la librairie Le Forum à Saint-Étienne, la librairie Mots en Marge à la Garenne-Colombe, la librairie Prado Paradis à Marseille, et nous avons aussi la chance d'avoir des librairies francophones, la librairie Bonjour Books à Washington, la librairie La Page à Londres et la librairie Kiralina à Bucarest. Dina, Aurélia, Yves, que je vais vous présenter tout de suite. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le présenter. Yves Gauthier, qui est le préfacier de Dina Rubina et qui est aussi interprète, va démarrer cette rencontre. Mais tout d'abord, bonsoir Dina, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Dina, bonsoir, bonjour. Je voudrais commencer, Dina, par une question à la mode. Vous êtes écrivain ou écrivaine? Дина, я начну с модного такого вопроса про феминитив. Вы писатель или писательница? Мне абсолютно все равно, как Pour moi, ça ne fait aucune différence comment l'on m'appelle. Moi, je préfère dire que je suis prosatrice, tout simplement parce que j'écris de la prose et non pas des poèmes, des pièces. Je sais que c'est très difficile d'utiliser le féminitif du prosateur. En français, ça existe prosatrice. En russe, c'est beaucoup plus difficile. Et de même, si par exemple, nous avons affaire à un chirurgien brillant, mais qui est femme, on ne pourrait pas l'appeler chirurgienne, non pas chirurgiase. Nous comprenons tout simplement que cette personne a su atteindre dans sa profession une grande hauteur, et je crois que c'est ça qui est le plus important. Je crois que pendant le dernier centenaire, les femmes ont déjà prouvé qu'ils pouvaient jouer d'égal à égal avec l'homme sur n'importe quel champ professionnel. Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et sinon, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Vous êtes entrée très jeune en littérature. Vous aviez 15 ans, une entrée précoce, brillante, remarquée, battante. Et pour cette raison, on a même dit de vous que vous étiez la Françoise Sagan russe. Depuis beaucoup de chemins parcourus, qu'est-ce que c'est pour vous que la condition d'écrivain? Est-ce que c'est une croix que l'on porte, une mission que l'on remplit, ou alors tout simplement un bonheur dont on profite, le bonheur d'avoir du talent? Вы ворвались в литературу в раннем очень возрасте, очень заметно, очень ярко, резонансно. И по этой причине вас даже как-то назвали русской Франсуазой Саган. Ну, с тех пор вы прошли длинный путь, и вы в ней, в литературе, так и остались. Скажите, пожалуйста, судьба писателя – это что для вас? Это такой крест, который несешь и несешь? Это миссия, которую выполняешь? Или просто такое счастье сверху, да? Я родился писателем, ура! Yves, все, что вы перечислили... Yves, tout ce que vous avez énuméré, tout ça, c'est de la vérité pure. C'est comme ça. Ces temps-ci, même si ce sont des paroles très hautes, mais c'est aussi du travail
très, très dur, c'est de la labeur, comme le travail d'un ouvrier qui commence à construire un bâtiment, et commencer à construire un bâtiment d'un roman, c'est aussi du travail difficile. Et le bonheur arrive après, et vous le savez. Le bonheur arrive au moment où vous avez presque terminé votre livre et alors vous travaillez comme joaillier. Vous changez un mot. Ensuite, vous trouvez qu'il vaut mieux changer ces deux phrases de place. Peut-être qu'il faut changer une nuance de couleur. Et c'est là que ça devient le bonheur. Mais le travail de l'écrivain, pour moi, c'est une sorte de maladie, c'est une sorte de tic avec lequel je suis née et auquel je ne peux pas échapper. Je traîne ça derrière moi depuis déjà 50 ans et j'espère mourir avec ça. Une littérature universelle, j'oserais dire cosmopolite, qui appartient au monde entier, on vous voit partout. Mais vous dites souvent, du moins l'ai-je entendu dans vos interviews, ma patrie, c'est la langue russe. Est-ce que vous diriez que la littérature russe possède une force particulière, qu'elle est singulière, et est-ce qu'elle mérite sa réputation d'autrefois? Как писатель, Дина, вы, безусловно, космополитка, в том смысле, что вас печатают везде, вы всюду бываете, и я даже слышал как-то, как вы в интервью говорите, что моя родина – это русский язык, как-то это мне запомнилось. Как вы считаете, русская литература, она особая или она одна из? И вообще, считаете ли вы, что она достойна своей старой доброй репутации? Лично я думаю, что любая Personnellement, je pense que n'importe quelle littérature nationale puissante, c'est une force à part. Je ne crois pas que Flaubert soit un moindre écrivain que Tolstoï. Et je ne crois pas que Dickens est un maître plus faible que, par exemple, Dostoïevski. Mais il est vrai que la littérature russe, à un moment, à la fin du XIXe siècle, a présenté un certain complexe d'idées qui, à l'époque, étaient nécessaires. Aujourd'hui, c'est tout simplement une littérature d'un pays dans lequel nous voyons travailler certains écrivains qui sont très talentueux. Mais vous voyez, quand je parle de la langue, je parle de n'importe quelle langue maternelle dans laquelle cette littérature est créée. Je me souviens avoir fait mes études dans une très bonne école et nous avions donc une matière facultative intitulée littérature étrangère. Et grâce à cela, j'ai grandi avec donc la notion d'un monde gigantesque de la culture et je me rappelle notre prof qui nous criait « Lisez du Flaubert ». Lisez du Flaubert si vous voulez comprendre ce que c'est que le style littéraire. Mais il faut lire Flaubert dans la traduction de Rome. Pourquoi la traduction de Rome? Parce que c'était un traducteur brillant. Et quand je lisais Flaubert, et je le relis de temps en temps, parce qu'effectivement, il s'agit donc d'un des maîtres du style littéraire, d'un de mes maîtres, et je continue à le lire dans la traduction de Rome. Et pourquoi? Parce qu'en Russie, il existait, et peut-être il existe toujours, depuis un siècle et demi, un institut de traduction très puissant et très brillant. Je lis Marquez,
Borges, toute la littérature anglaise, toute la littérature américaine dans des traductions merveilleuses et c'est très important. Et c'est pour cela, en principe, les représentants de l'intelligentsia russe, ce sont des personnes qui connaissent les œuvres, au moins les œuvres essentielles de la littérature mondiale. Quand je dis que ma patrie est la langue russe, je vous nomme tout simplement le lieu de ma naissance. C'est la langue russe et j'espère mourir donc dans cette patrie. Dans la tradition littéraire russe, l'émigration est un drame. Vous-même, vous l'avez dit une fois en parlant de mort clinique. Et autrefois, à l'époque de Bounine, par exemple, ou même jusqu'à Solzhenitsyn, un écrivain russe de l'émigration ne pouvait pas espérer voir ses livres aller jusqu'aux lecteurs russes de Russie. Or, vous êtes dans l'émigration, mais dans toutes les librairies de Russie. Est-ce que cela veut dire que vous avez inventé une émigration heureuse? Традиционно так сложилось, что русская эмиграция – это всегда драма. В том смысле, что вы даже как-то сказали «клиническая смерть». В том смысле, что у русского писателя-эмигранта, как правило, книги не доходили до русского читателя дома. Вот. А ваши книги во всех книжных магазинах России вас читают там. Это как? Вы создатель счастливой эмиграции? Что-то переломили? Здесь дело не во мне. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. L'immigration ne peut pas être heureuse. L'immigration, c'est toujours un drame intérieur. Mais pour un écrivain, c'est un drame intérieur heureux parce qu'avant tout, il s'agit de quelque chose qui alimente la création. Et bien sûr, ces dernières années, ces dernières décennies, avec l'apparition du web mondial, avec le changement de la politique entre les États, tout de même, l'immigration commence à se réduire à un déplacement, à traverser les frontières. Mais pour un écrivain, il s'agit toujours d'un catalyseur de drame qu'il souhaite. Je ne peux pas m'imaginer un écrivain pour lequel un drame puisse être tout simplement une circonstance anodine du destin. Le drame, c'est très bien. La tragédie, c'est encore mieux, mais comme nous sommes tous des humains, nous préférons observer la tragédie d'une position assez éloignée et sécurisée. Mais le drame, c'est toujours merveilleux. L'écrivain vit du drame, il crée à l'aide du drame, et je crois qu'à l'intérieur, il se réjouit à ce drame. Votre écriture, votre littérature est très, très picturale. Souvent, on a l'impression que votre plume est un pinceau. Ce sont les couleurs, la composition, la forme, la mise en scène, la texture du tableau, enfin tout y est. Est-ce qu'il y a, selon vous, une rivalité entre la peinture et la littérature et une hiérarchie entre elles? Дина, ваше письмо, оно очень близко к живописи. Как будто вы пишете даже не пером, а кистью. Это цвета, это сама структура полотна, это постановка, это композиция, это многое другое. Это живопись. Как вы считаете, живопись, она выше литературы? Выше литературы, есть ли такая иерархия, да, жанров, когда бы литература была ниже или наравне с ней, или выше, как вы к этому относитесь? Вы знаете, это интересный
Vous savez, c'est une question très intéressante. Au fait, il existe toujours une rivalité entre différents types d'art. Tout de même, comme il y a la rivalité de perception entre lui, entre la vue, et bien sûr, je crois que les maîtres de différents genres sont envieux, sont jaloux d'autres maîtres dans d'autres arts. Mais pendant les 100 dernières années, la littérature, la musique, l'art a acquis un ennemi mortel, un ennemi commun qui est le cinématographe. Le cinéma, nous devons le combattre. La vivacité des images, la capacité d'illustrer la façon dont il se rapproche à la vie, c'est pour nous très dangereux. Et le cinéma finit par tuer l'imagination. Tuer l'imagination de la personne. Il n'a plus besoin de s'imaginer quoi que ce soit. Et donc, en parlant de la littérature, du style de l'écrivain, de nos jours, l'écrivain est tout simplement, il a tout simplement besoin d'être en maître d'art, en maître de musique, en maître d'action. Vous savez, il m'est arrivé un jour quelque chose de très amusant. J'ai un grand roman qui s'appelle Le Canari russe. Bien sûr que c'est un nom qui englobe beaucoup de choses, un sobriquet d'espion et donc beaucoup d'autres choses. Mais il y figure réellement donc un canari russe dans le roman. Il y a une race de canaris qui s'appelle comme ça et qui a 350 ans. Et donc, je devais dépeindre une personne qui élève ses canaris, qui leur apprend à chanter. Et en tant qu'écrivain, je devais donc écrire sur papier, en l'absence du son, je devais dépeindre le chant du canari. Et donc, le mâle du canari russe, il chante de façon merveilleuse. Et alors, pour cela, je suis arrivée à Moscou au concours du chant du canari russe. Nous sommes arrivés pour écouter, nous étions dans la salle, dans un silence complet. Et donc, l'animateur sortait la cage avec un canari et quand il le mettait sur scène, tout le monde commençait à écouter, mais l'oiseau se taisait. En fait, il s'est trouvé que ce canari ne chantait que quand il voulait chanter et pas quand il ne le voulait pas. Donc, on enlevait ce canari, on faisait entrer un autre et il se taisait toujours. On le sortait aussi, un autre canari ne voulait pas non plus chanter, et tout ça se produisait dans un silence le plus complet. Et finalement, mon mari m'a dit, très bas, il a dit, mais quel concours animé, dis donc. Et là, nous nous sommes levés et nous sommes partis. Et mon ami qui s'occupe de ces canaris, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des enregistrements, je vous donnerai des CD avec des chants de canaris et vous pourrez les écouter et les décrire. Et donc, j'ai amené avec moi à Jérusalem 5 CD avec des meilleurs chants de canaris. Est-ce que le ciel qu'il a voulu, est-ce que ce sont les circonstances qui se sont organisées de manière, mais peut-être c'était mon ordinateur, mais je n'ai pu écouter aucun des disques. Et j'ai dû imaginer, tout simplement inventer,
et d'écrire le chant d'un canari. Vous allez rire, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu le canari chanter. Le roman a paru, j'ai reçu des lettres des spécialistes qui me disaient à quel point c'était une description géniale du chant du canari. Et donc pour moi, l'écrivain, il est tout simplement obligé de tout dépeindre, de tout décrire, d'utiliser son imagination. Et en ce qui concerne l'hiérarchie, c'est une question très, très difficile. Pour moi, bien sûr, la première dans cette hiérarchie, c'est la musique. La musique, c'est quelque chose dans laquelle nous, les humains, nous sommes finalement supérieurs que peut-être les anges, que peut-être des esprits supérieurs. Je ne connais rien qui soit meilleur que Bach ou que Vivaldi. C'est incroyable et peut-être justement parce que nous, les humains, nous avons inventé la musique, peut-être le Seigneur attendra-t-il pour clore ce projet qui n'a pas très réussi. Peut-être qu'il nous donnera encore un peu de temps. Merci beaucoup. Que de questions à vous poser. Que de questions à vous poser, mais l'horloge tourne. Ouais. Et il est temps de dire allô Biarritz. Allô Biarritz. Aurélia. Bonsoir, bonsoir. Вопросов, Дина, еще море, но время-то идет. Да-да. Aurélia, Сейчас предоставим слово доброй фее книжного магазина Биарриц. Ей слово. Donc, Aurélia, c'est à vous. je te laisse la main. Merci. Tu parles en français et c'est Yves qui va te traduire et je reviens tout à l'heure. Bonne rencontre. Très bien. Merci. Bonsoir Dina, merci Yves. Donc moi, j'arrive avec, pour commencer, le dernier né en pocket. Donc ce livre qui date des années 2000 et qui a été traduit il y a un peu plus d'un an et demi, sorti en pocket maintenant, qui s'appelle Du côté ensoleillé de la rue. Et Du côté ensoleillé de la rue, c'est un livre qui m'a permis de vous découvrir. Je ne connaissais pas votre écriture et ça a été un vrai bonheur. Un vrai bonheur puisque j'ai découvert votre style qui est chaleureux, qui est plein d'humour et qui effectivement, comme le disait Yves, a un rapport clair avec la peinture. Vos mots peignent quelque chose. Et ça, c'est très beau à lire. Дина, вкратце, это новинка в карманном издании на солнечной стороне улицы. И через эту книгу я вас и открыла. Это потрясающе, очень теплое письмо, много юмора и, как было уже сказано, очень живописное письмо. Спасибо, спасибо. Merci beaucoup. Avec plaisir. Du côté ensoleillé de la rue, c'est un livre qui tout de suite va nous mettre en contact avec deux femmes. C'est clairement deux destins, le destin de deux femmes qui sont liées. Katia, une femme dure et violente, qui au début du roman sort de prison, et Vera, sa fille, qui est artiste peintre, et qui à ce moment-là du roman se voit obligée de cohabiter avec elle. Je crois que j'ai l'impression en tout cas que dans vos livres, le lieu est important. L'endroit où on se sent à la maison est important. Et j'aimerais savoir ce qui a fait que vous avez choisi comme ville au centre de ce roman, votre ville natale. Pardonnez-moi la prononciation, je crois que c'est Tashkent ou Tashkent, je ne sais pas exactement comment on le prononce, la capitale d'Ouzbékistan. Итак, две женские судьбы. Это Катя, это Вера. Катя дама такая жесткая, очень, Вера художница. Но им пришлось сосуществовать, жить вместе. Для вас выбор места, очевидно, играет очень важную роль. И мой вопрос такой. Почему вот ваш выбор выпал именно на ваш родной город, который называется Ташкент? Это очень простой вопрос. C'est une question très simple et en même temps, elle est très difficile.
неважно какой. Je choisis toujours la ville natale de mon personnage. Je choisis où je voudrais le placer. Клетки какие-то. Оплодотворенное яйцо помещается в матку. Vous savez, c'est quand on place donc la cellule dans l'utérus et finalement, c'est là que le bébé grandit. C'est là que le personnage grandit et c'est très important, son ciel, ses odeurs, ses goûts, les gens qu'il côtoie. Et ce roman est peut-être le seul parmi mes œuvres, dans ce que j'ai fait, quand je n'ai pas choisi le lieu de naissance, mais le héros. Donc, en fait, c'est justement le lieu de naissance, c'est la ville qui est le héros du roman. Et je pensais aux gens que j'allais y placer. Et j'ai choisi des caractères, ces caractères de femmes, qui étaient pour moi très importants pour un conflit, pour un face-à-face, pour un regard sur le monde très différent dans les décorations de ma ville natale. Je suis là, un peu sur l'arrière-plan. Je suis aussi le personnage du roman, mais je suis le personnage anonyme. Parce que l'auteur, ici, il se mélange à l'héroïne et il se mélange à la ville. Tout à fait. Vous me le servez sur un plateau, à savoir que j'allais vous demander si évidemment ce narrateur qui semble être vous était bien l'auteur et s'il y avait quelques parties d'autofiction, comme on dit, si ces souvenirs sont aussi les vôtres. Et justement, où vous placiez, je dirais, la frontière entre l'écriture, la réalité. Est-ce que vous vivez dans votre écriture? Вот мы как раз и подошли к этой самой теме, которая меня интересует. Скажите, пожалуйста, повествователь и автор одно и то же лицо? И, собственно говоря, это тема так называемого автофикшена. Как это у вас соотносится? Вот действительность, о которой вы пишете, и повествование, литература. Никогда нельзя всерьез относиться к тождеству On ne peut писателя. jamais prendre au sérieux donc l'égalité entre l'écrivain et le héros. Ce n'est jamais la même chose, la même personne. L'auteur peut utiliser toutes sortes de réalités de sa vie, mais quand même, il vous ment. Et non seulement parce qu'il veut mentir, parce qu'il veut tromper quelqu'un, mais tout simplement parce que c'est comme ça. La réalité, même la plus douloureuse, même la plus vraie, même la plus profonde, vécue par l'auteur dans l'enfance, dans sa jeunesse, à n'importe quel moment, ce n'est pas du tout ce que nous lisons finalement dans le livre, dans le texte publié. N'importe quelle réalité passe par des filtres si puissants de la création, par des clauses si puissantes que finalement, on arrive à quelque chose de complètement différent. On arrive à l'œuvre, à la création. Si cela ne se passe pas, alors il s'agit de mémoire d'un retraité qui avait bien travaillé, un staccanoviste, donc de la fabrique de couture. L'écrivain est toujours un magicien. C'est toujours un menteur. Et c'est toujours un charmeur. C'est toujours un marionnettiste et on ne peut rien y faire. J'aime beaucoup cette définition. Vous pouvez le lui dire? Мне страшно понравилось это ваше определение. Я еще, знаете, Инночка, вы переводите, да? Я могу быть спокойна. Да, отлично. Je voudrais dire encore une chose. Qu'est-ce que c'est que l'écrivain? Vous savez, Flaubert,
il a dit quelque chose de génial. Dans la littérature, il n'y a pas de bonne intention. Et chez Agatha Christie, l'un des personnages dit de l'autre, il appartenait à l'art et donc il était une personne amorale. Qu'est-ce que ça veut dire? L'écrivain, c'est toujours un prédateur. C'est toujours un prédateur qui finit par chercher, par mordre dans tout ce qui est le plus pourri, le plus douloureux dans la société. Et ce n'est pas pour rendre la blessure plus douloureuse, mais justement pour en sortir le pourri et pour qu'elle guérisse au plus vite. Dans la littérature, c'est quelque chose de nécessaire parce qu'en lisant quelque chose, avec cela, nous nettoyons et nous vérifions nos filtres de la moralité, nos filtres moraux. La littérature ne nous éduque pas, mais elle nous nettoie. Peut-être que nous sommes des assainisateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves? S'il vous plaît, remontrez-nous le livre. Ça s'appelle, dites-nous le titre, Du côté ensoleillé de la rue, et le titre a une histoire, mais pour connaître l'histoire du titre, il faut lire le livre. Parole de libraire. N'est-ce pas? Et de lectrice. Il y a plein de choses encore à dire sur ce livre. Je suis de retour parce que nous avons une petite surprise pour Dina. Avant de reprendre le livre avec Aurélia, nous accueillons Natacha Fialkowski qui représente le groupe Natacha et Nuit de Prince, qui va nous interpréter une chanson russe. Natacha, c'est à vous. Oui, bonjour. C'est une chanson spécialement pour Dina parce qu'elle parle de l'immigration et elle parle de l'enfance et de l'enfance qu'on a laissée dans son pays. Кислый привкус клюквы, асфальт угрюмый, цветные мелки, песочные дворцы и азбуки забыты буквы, а мой двор — ты вся суть того, что не вернуть. В ночном синеющем тумане былые призраки мерещутся мне в своей чужой стране. Я так скучаю по тебе, а мой двор — ты вся суть того, что не вернуть.
переступишь опять граница, опять с собою ничего не возьму, лишь странную тоску, из-за которой мне не спится. Мой двор ты, вся суть того, что и не вернуть. Того, что не вернуть. Спасибо. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve, Спасибо. Merci beaucoup. on vous retrouve après. Hein. À tout à l'heure. On repart avec Aurélia et on vous retrouve après, Natacha. Прекрасно. Aurélia, on te repasse la main. Merci. Hop, Merci. j'attrape l'autre ouvrage parce que du coup, bon, faut faire Mhm. attention, le chrono tourne, mais il y a aussi cette nouveauté. Donc, il sort aujourd'hui pour le Nouvel An russe. Il s'appelle Le syndrome de Petrouchka. Donc, il est édité chez Masha Publishing. Et c'est un livre très fort qui secoue, qui a toujours aussi ce côté livre peint avec cette chaleur, ces couleurs, et toujours votre humour qui est toujours à propos. Je vais peut-être laisser Yves traduire pour pas trop vous encombrer. Переходим с книги, которая вот выходит, «Синдром Петрушки», выходит к русскому Новому году. И вот я эту книгу прочитал, очень сильная книга, потрясающая, сильная, очень красочная, опять-таки живописная, то, что мы говорили. Она и смешная, много в ней юмора, много настроения. Allez-y, Aurélien. Merci. Et donc, dans le syndrome de Petrouchka, on retrouve encore le thème de la création artistique, mais c'est très déstabilisant. On se retrouve avec Petya. Petya, c'est un homme qui est obsédé depuis l'enfance par les marionnettes. On comprend pourquoi à travers le roman, son parcours. Et cet homme en viendra à fabriquer une marionnette représentant sa femme, Lisa, qui ne peut plus l'accompagner sur scène. Et ce double sera tellement parfait que d'une certaine manière, il mangera à petit feu son modèle humain. Ce couple connaîtra un drame qui est au centre du roman aussi, une malédiction, un enfant atteint d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Petrouchka aussi. Comment cette idée vous est-elle venue? Ma question est banale, mais elle m'interroge. Тема, та же тема творческой работы, в этот раз вокруг кукол. И в центре повествования, истории мужчина, творческий человек. Петя его зовут, работает с куклой. Вот. Отсюда практически он и создал Лизу. Они стали как бы парой. Такая вот история, которую вы написали, откуда все взялось? Как вы к этому пришли? Я даже сейчас боюсь начинать. J'ai même peur de commencer à parler, parce que c'est une histoire très longue. Le roman Le syndrome de Petrouchka, c'est le troisième livre, le troisième roman dans ma trilogie Les gens de l'air. Le premier roman, c'était l'écriture de Leonardo. En fait, toute la trilogie, c'est une réalité qui devient double, une vision double. La première trilogie, l'écriture de Leonardo, c'est sur une femme qui peut voir l'avenir, qui s'occupe des miroirs, de l'optique, de focalisation, et cela parle de cette réalité double entre les miroirs et la vie réelle. Et le deuxième, La colombe blanche de Cordoba, parle d'un falsifieur des tableaux
qui ne fait pas de copie, mais qui crée des chefs-d'œuvre parallèles. C'est un maître brillant et il s'agit de son principe. Et donc là, nous voyons la réalité double entre l'original et la contrefaçon. Et voici finalement le troisième roman, le plus douloureux, et pour moi le plus difficile. C'est la réalité double entre la création et son créateur, entre la marionnette et le marionnettiste, entre l'homme et le Seigneur. Celui qui nous guide comme une marionnette avec des fils, à l'aide des fils, donc qui nous guide de notre naissance jusqu'à notre mort. Il y a beaucoup de lignes de sujets et ma tâche, c'était de tisser une carcasse si puissante de sujets qui pourrait guider le lecteur de la première page jusqu'à la fin. Et j'ai dû faire un écheveau dans ce roman contenant un roman gothique de marionnettes, un drame familial et le présent. C'était difficile, il y a 3 genres. Et ce roman, pour moi, est très cher. J'ai écrit beaucoup de livres en 50 ans. Peut-être je devrais faire mes boutiques, mais je continue tout le temps à écrire. Et il y a certains livres, il y a quelques livres qui sont très très chers pour moi et le syndrome de Petrouchka en fait partie. C'est un marionnettiste qui manipule certes les marionnettes, mais je pense qu'il ne manipule pas que les marionnettes. Le personnage de sa femme est troublant et troublé. Il y a également un troisième personnage, un psychiatre qui est ami de ce couple et qui est l'amoureux, je dirais l'amoureux pas anonyme, mais bon, qui reste de côté. C'est très intéressant aussi, ce jeu entre les trois et la vision qu'a chacun de leur vie. Et puis, ce que j'ai oublié de dire aussi, enfin, j'ai pas pris le temps tout à l'heure, c'est que dans vos romans, il y a aussi un fond historique important, puisque du côté d'Ensoleillé de la rue, c'est le siège de Leningrad qui est en fond, et d'une partie de l'histoire. Et là, on parle dans celui-ci, dans le syndrome de Petrouchka, du sauvetage des enfants juifs à Lviv. Donc c'est intéressant aussi. Ce sont des histoires, bien sûr, d'hommes et de femmes, mais ancrées dans l'histoire aussi. Потрясающий роман, и непонятно даже, Петя управляет, конечно, куклами, но и не только ими. И с этой точки зрения это захватывает. Ну, есть еще и такой загадочный, глубокий персонаж, психиатра, такое третье главное лицо. Надо сказать, что сразу обращаю ваше внимание, что ваши романы происходят на фоне исторических таких судьбоносных моментов. В частности, на солнечной стороне улицы. Это касается Ленинградской блокады. По синдрому Петрушки это дело спасения детей, еврейских детей, детей евреев. Как это зарождается? Ну, вот на это как раз просто ответить. Писатель всегда... Ça, c'est la question assez simple. L'écrivain travaille toujours dans certaines décorations historiques, d'une ou d'une autre manière. Je crois qu'il n'y a eu sur Terre aucun jour qu'on ne pourrait pas qualifier de décoration historique. C'est-à-dire, chaque jour, se déroulent des événements historiques. N'importe quel événement, la mort d'un politicien, la mort d'un artiste, un crime, tout cela, ce sont des décorations historiques. En ce qui me concerne, j'aime la puissance antique de la tragédie, mais comme je travaille toujours à la frontière des intonations, à la frontière des genres de la tragédie et de la farce, j'essaie toujours
de retrouver dans la tragédie une lumière vivace, une lumière de la vie. Et dans la farce, je cherche toujours cette intonation antique de la tragédie. Je ne m'imagine pas comment un personnage puisse exister aujourd'hui, maintenant, sans aucun fond historique. Dès que n'importe quel peuple, n'importe quelle société perd l'intérêt envers sa propre histoire, envers l'histoire des autres nations, cette société se perd elle-même progressivement. Et c'est la même chose en concernant les individus. Aurélia, quelle réponse? Ah oui, j'allais conclure justement en lui demandant si dans cette description du passé, de l'époque de l'URSS, de l'Union soviétique, maintenant dissous, si justement elle ne montrait pas qu'à l'époque il y avait peut-être un peu plus d'entraide et peut-être plus de liens entre les hommes. Вы пишете картину прошлого, в том числе и бывшего СССР. А не складывается ли впечатление, что каких-то социальных связей в плане солидарности, человеческой, да, и социальной солидарности было чуточку побольше? А что значит социальная солидарность? Qu'est-ce que ça veut dire, solidarité sociale? L'homme vit sa vie dans une certaine société, toujours. L'homme ne peut pas vivre dans le néant. Il est toujours solidaire avec quelqu'un. Il peut être ami avec un passant qui lui a donné une cigarette, avec sa voisine, avec un chanteur qu'il regarde à la télé et dont il écoute le chant merveilleux. Tout ça, c'est la solidarité. L'homme, l'âme de l'homme, et surtout l'âme d'un homme intelligent, n'est jamais soumise à l'idéologie. La société, d'une ou d'une autre manière, est pénétrée par l'idéologie. Et moi, j'aimais toujours les individus, les gens à part. Pour moi, il n'a jamais existé de question « Quelle est votre attitude envers les Espagnols, envers les Cubains, je ne sais pas, envers les Français ?» Je ne comprends pas ce genre de questions. J'aime des personnes concrètes. J'aime des événements, des phénomènes concrets. Et j'aime certains livres et je n'en aime pas d'autres. Et dans ce sens-là, je choisis pour moi des objets pour l'amour, pour la socialisation, pour la communication amicale ou, de l'autre côté, pour la haine, en accord avec ce que j'ai dans l'âme. Je suis quelqu'un tout à fait indifférent avec n'importe quelle idéologie. Les idéologies passent et l'art est éternel. Magnifique pour conclure, quand je crois qu'on va passer le relais à Nathalie et Natacha. Donc, je vais rappeler que le syndrome de Petrouchka est en librairie depuis ce matin aux éditions Macha Publishing et vous le trouverez aussi chez Aurélia à Biarritz, pour ceux qui sont à Biarritz, et chez nos libraires partenaires. Donc, il y a le Forum à Saint-Étienne, le Prado à Marseille, Mots en Marge à la Garenne-Colombe, La Page à Londres, Bonjour Books à Washington et Kiralina à Bucarest. Est-ce que Natacha nous entend et est-ce que Natacha peut revenir? Parce que je crois qu'elle a encore une petite chanson à nous chanter avant qu'on passe à la conclusion. Natacha, c'est à vous. Oui, très bien, une chanson de tzigane pour ce nouvel an russe que l'on veut festif malgré tout.
Marcinca, Marcinca, tequila, terigiltu, lechaya, lechayura, šukarņā, alis kalbins, teikura. Marcinca, Marcinca, Con novela, saluchavo, machucar, andre parne, gadura, alechayo, quero llorar. Marcinca, tequila, terigiltu, lechaya, lechayura, šukarņā, alis kalbins, teikura. Merci beaucoup, Natacha. Pour ceux qui voudraient retrouver Natacha et Nuit de Prince, on vous mettra toutes les coordonnées sur notre site internet et sur la page Facebook pour que vous puissiez retrouver Natacha sur son site. Natacha, est-ce que vous voulez dire quelques mots à Dina? Oh, je suis encore dans son livre que j'ai peine à terminer de lire tant je suis avec elle. Vous savez, il y a des livres qu'on aime tellement, on n'a pas envie de les quitter. Et voilà, je suis un peu dans cet état-là. Et je suis sur les dernières pages. Мне очень приятно было вас читать и с вами познакомиться. Спасибо, дорогая Наташа. Вы знаете, у меня прабабка цыганка. Merci, chère Natacha. Mon arrière-grand-mère est une tzigane. Et quand j'entends une chanson de tzigane, je dois me retenir pour ne pas commencer à danser. Mais il faut pour pas moi, se c'est tout retenir, simplement la jouissance de l'âme. Et vous avez interprété la chanson vraiment à merveille. Merci beaucoup. Alors, je vais remercier chaleureusement Natacha et Nuit de Prince d'avoir été avec nous ce soir. Je vais remercier Aurélia d'avoir fait cet exercice pas si facile que ça. Merci Aurélia d'avoir été là avec nous ce soir. Merci. Un grand merci à Yves Gauthier qui a fait la traduction d'Aurélia et tout ce qui était en français. Merci beaucoup Yves d'avoir été là. Merci à vous, merci à Dina. Ouais. Yves, спасибо огромное. Avant de laisser la conclusion à Dina, je voudrais vraiment remercier chaleureusement les équipes des éditions Pocket et des éditions Masha Publishing. Redire que le syndrome de Petrouchka est en librairie depuis ce matin sur toutes les tables de librairie. Et depuis le 7 janvier est sorti aux éditions Pocket du côté ensoleillé de la rue. On va donner la conclusion à Dina, ce qui est tout à fait normal. On va remercier aussi, avant que j'oublie, le musicien qui est Pascal Storch, je ne sais pas, j'espère que j'écorche pas trop votre nom. Et Pascal Storch. Voilà, Storch, pardon. Et je vais aussi remercier très chaleureusement Ina qui a fait la traduction de Dina. Alors, je ne prononce pas son nom parce que je ne voudrais pas l'écorcher et c'est très compliqué et je ne parle absolument pas russe. Demain, on fait une petite pause dans les rencontres et on se retrouve jeudi pour une soirée spéciale deuxième roman. Dina, je vous laisse le mot de conclusion. Et je vous remercie vraiment, c'était une joie de vous avoir avec nous ce soir. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Заключительное слово за... Да. Меня не перевели. Друзья мои, я ужасно тронута. Chers amis, je suis très touchée. Je crois que dans aucune autre langue, on n'a autant parlé de moi. J'ai l'habitude de parler russe et je parle toujours vite. Et en général, je parle avec beaucoup d'humour. Mais maintenant, en sachant que je suis traduite,
J'ai parlé sérieusement, lentement. Donc, elle demande à la traductrice si tout s'est bien passé. Et je voudrais remercier encore une fois ma maison d'édition préférée, Masha Publishing. Et je voudrais surtout remercier Yves, qui, je crois, a perdu beaucoup de temps ces dernières années pour me traduire. Et je voudrais remercier tout le public et j'espère que nous pourrons garder le contact. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci à Natacha et à ce guitariste merveilleux qui a accompagné cette chanson brillante. Et donc, j'espère que nous pourrons bientôt nous rencontrer. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne année en russe. Je ne sais pas comment on le dit. Donc, voilà, c'est le nouvel an. Bonne année, Dina. Et à très vite, j'espère. Новым годом! Voilà. С Новым годом! À bientôt.